Le coup de tocsin. Bonjour François Coq. On va récupérer votre son dans 30 secondes. Vous êtes, je le rappelle, ancien directeur de campagne d'Arnaud Montebourg, ancien secrétaire général du Parti de gauche, auteur de nombreux ouvrages dont Alerte à la souveraineté européenne ou encore L'impératif démocratique de la crise de la représentation aux Gilets jaunes. Le tout aux éditions Éric Jamet. Aujourd'hui, François Coq, vous avez décidé de revenir sur les mensonges de François Bayrou, Oui, notamment par rapport aux dernières révélations de sa fille. oui, c'est ça. On ne parle jamais assez de ce sujet et de ces manquements à la vertu républicaine qui finissent d'achever d'une certaine manière nos processus démocratiques. Alors, je vais reprendre un peu la chronologie des événements, si vous le Oui, permettez, bien mais sûr. je tiens à préciser que je ne le fais pas dans le but de démontrer que François Bayrou n'est pas intervenu comme il aurait peut-être pu le faire ou comme il l'a peut-être fait, je ne sais pas, à l'époque des faits, en 1996, en 1998, lorsque ceux-ci lui ont été révélés, par exemple, par une enseignante, comme elle l'a dit, ou par l'infirmière du collège-lycée Notre-Dame de Bétarame, et qu'il était alors ministre de l'Éducation nationale et président du Conseil général. Ce n'est pas mon objet. Je ne vais pas non plus chercher à démontrer qu'il serait intervenu en faveur du père Caricart en 1998, après la garde à vue de celui-ci pour plainte sur viol sur mineur et avant sa présentation au juge d'instruction, comme l'a affirmé l'adjudant-chef Alain Hontanx sous serment devant une commission d'enquête parlementaire, ce qui a été d'ailleurs confirmé par un autre gendarme, parce que ces faits à ce stade ne sont pas démontrés, parce que François Bayrou bénéficie bien évidemment de la présomption d'innocence, d'autant Oui, plus qu'aucune enquête judiciaire n'a été ouverte à son encontre. rencontre. Par contre, par contre, je vais me concentrer sur les mensonges répétés Oui, de François Bayrou. Non pas en tant que François Bayrou, donc 1996 ou 1998, non pas en tant que ministre de l'Éducation nationale de l'époque, non pas en tant que président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, mais en tant que Premier ministre et depuis sa prise de fonction. oui. Car vous comprenez bien, il est évident que les faits que je vais évoquer ont depuis été changés, ont depuis été contredits par François Bayrou lui-même. Ça, c'est quand Donc même le en effet mensonge intéressant. est, Ouais. Ouais. c'est ça, le mensonge est avéré, ce sont des Hmm. mensonges, il a menti ouvertement, clairement et de manière répétée, et attendez bien, devant les Français et devant la représentation nationale. C'est ça qui politiquement est important. Alors, je redis un mot sur le déroulé des faits, si vous voulez bien. L'enquête a été réouverte en 2024 sur le sujet, après de nouvelles révélations autour de Notre-Dame de Bétarame. Et à l'époque, interrogé en mars 2024, François Bayrou déclarait, je le cite, je ne connaissais pas le père Caricart, si ce n'est peut-être de vue. Jamais je n'ai été au courant de cette histoire à ce moment-là. Je n'ai jamais entendu parler des accusations de viol. Bon, a priori, fin de l'histoire. Oui. Sauf que le 11 février de cette année, le journal Mediapart a sorti une enquête où une enseignante de cet établissement scolaire et l'infirmière scolaire disent que François Bayrou avait connaissance des faits en 1996. Et donc ce même 11 février, François Bayrou est interpellé devant l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement. C'est ça qui est important. Et quelle est la réponse à ce moment-là de François Bayrou? Il dit, je n'ai jamais été informé de violence et a fortiori de violence sexuelle. Autrement dit, rideau, fermez le banc. Voilà sa déclaration devant la représentation nationale. 4 jours après, il est interpellé par des journalistes lors d'une de ses visites à Pau, puisqu'il passe autant de temps à Pau qu'à Matignon. Oui. Il confirme, il enfonce le clou en disant n'avoir jamais entendu parler de sévices sexuels, mais il reconnaît écoutez bien, une rencontre fortuite avec le juge Christian Mirande en charge du dossier. Autrement dit, ce qu'il nous dit, François Bayrou, à ce moment-là, il nous dit je ne sais rien, mais malgré tout, finalement, j'étais vaguement au courant de loin des choses. Ce qui amène certains députés à réinterpeller François Bayrou 3 jours après à l'Assemblée nationale le 18 février, à nouveau à l'occasion des questions au gouvernement. Et là, François Bayrou commence déjà à lâcher du lest. Il dit, le juge Mirande est mon voisin, donc nous nous sommes croisés sur le chemin. Il poursuit en disant, est-ce que nous avons pu parler de cette affaire? Sans doute oui. On a pu parler d'ambiance, on a pu parler de l'établissement, jamais du dossier. Le juge Mirande n'a jamais communiqué le moindre élément du dossier. Autrement dit, à ce stade-là, François Bayrou
peu importe pour lui le mensonge, ce qui l'intéresse, c'est de se mettre à l'abri techniquement sur le fait de ne pas avoir brisé le secret de l'instruction. L'idée de mensonge est pour lui seconde, c'est juste un outil politique comme un autre. Hmm. Sauf que, patatras, le 10 avril, commission d'enquête parlementaire. Et là, il y a une double audition, celle du juge Mirande, qui lui dit, lorsque François Bayrou est venu me voir, donc mensonge numéro 1 de François Bayrou qui saute aux yeux, lorsque François Bayrou est venu me voir, il me semble qu'il cherchait à se renseigner sur les faits en cours. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'arrivait pas à croire à la réalité des faits. Deuxième mensonge qui saute aux yeux, quand, devant la même commission d'enquête parlementaire, sous laquelle on dépose sous serment, l'adjudant-chef à Léon Tanks dit, lui, que à l'époque, le juge Mirande lui a fait part d'une intervention, ce sont ces termes, de François Bayrou, et ça a été confirmé donc par l'un de ses collègues. Donc, qu'il y ait eu intervention ou non, on peut raisonnablement quand même croire à ce moment-là que François Bayrou était très clairement au courant des faits, et donc ça établit son deuxième mensonge. Et finalement, ce qui est venu il y a quelques jours, en milieu de semaine dernière, parachever l'œuvre du mensonge, c'est la déclaration de sa fille, Hélène Perland, qui révèle avoir subi des violences physiques dans un camp scout sous l'égide de Notre-Dame de Bétarame à l'époque, et qui a déclaré « Je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande », donc il a clairement vu le juge Mirande, et pas simplement une rencontre fortuite. Elle poursuit en disant « Il me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois que les accusations de violence sexuelle qui visent le père Caricart sont possibles ?» Donc le double mensonge est là, totalement attesté. La rencontre avec le juge Mirande pour parler du dossier et le fait que François Bayrou avait connaissance des faits. Donc si j'ai pris un peu de temps pour rappeler ça, c'est que tout ça nous amène quand même à une situation assez exceptionnelle. Les mensonges de François Bayrou en tant que Premier ministre, j'insiste, doivent être posés d'un point de vue politique. D'abord, il s'agit de balayer quand même l'effet de système que vous avez peut-être vu. Cette dimension du mensonge dans les médias dominants, elle est finalement totalement minorée. J'en ai eu pour preuve le fait que sur le plateau d'une chaîne d'information continue, il y a quelques semaines, face au nouveau padawan de l'ancienne star de C8, j'ai essayé de mettre à jour ces mensonges. Et à l'époque, tout le plateau m'est tombé dessus en me disant « Mais monsieur, comment croyez-vous qu'un père ait pu laisser faire cela ?» Tous ces gens ne comprennent pas qu'il y avait forcément un conflit de légitimité chez François Bayrou à l'époque, entre sans doute le père, entre sans doute le catholique fervent aussi, mais aussi entre le responsable politique. Donc ce n'est pas un argument. Le mensonge doit être pris en tant que tel. Et s'il doit être pris en tant que tel, le mensonge, c'est que François Bayrou, aujourd'hui, a une légitimité politique contestable. C'est le minimum. Il a une efficacité gouvernementale discutable, douteuse. Et puis, il a désormais une vertu républicaine corrompue. Cela fait beaucoup trop pour prétendre rester en place. Vous venez de l'évoquer avec votre précédent intervenant, nous vivons en France aussi une crise démocratique extrêmement profonde qui ne résulte pas du simple jeu électoral. Les urnes ne sont que le symptôme et elles retranscrivent la défiance populaire. On a déjà analysé ici, entre nous, le fait qu'il y avait un déficit d'offres politiques structurelles, autrement dit que l'offre politique des partis ne correspondait pas à la demande des citoyens, mais on a aussi très clairement, et on le voit avec François Bayrou, un déficit d'offres du personnel politique. On est très clair. Monsieur Macron a été chercher François Bayrou comme on allait chercher finalement celui qui était le dernier point d'équilibre dans un système démocratique à l'agonie, comme pouvait l'être un Hindenburg dans les années 30 en Allemagne ou un Giolitti en Italie dans les années 20, c'est-à-dire un personnage qui ne peut faire que du mécano politique pour entretenir encore plus la crise démocratique dans cette étape paroxystique. Et si je dis ça, c'est parce que cette crise et les mensonges répétés de François Bayrou interpellent désormais directement Emmanuel Macron, c'est-à-dire celui qu'il a nommé. Alors peu importe que Emmanuel Macron soit en bout de course et qu'il n'ait pas d'autre carte dans sa manche que François Bayrou, ce n'est pas notre problème. Ça ne doit pas être notre problème si l'on fait du mensonge devant les Français, devant la représentation nationale, une question de principe. Peu importe de la même manière, surtout peu importe
que M. Bayrou bénéficie d'un renouveau personnel, par contraste justement avec la faiblesse et la médiocrité de François Bayrou. Si M. Macron s'entêtait devant les mensonges de son Premier ministre, la faute de François Bayrou deviendrait la faute d'Emmanuel Macron, et il faut le présenter comme tel. Et Un donc, vous dernier demandez. mot, si Oui. vous permettez, Allez-y. et je m'arrête là. Oui. J'ai évoqué la responsabilité désormais en la matière qui glisse sur M. Macron, mais nous avons, nous autres aussi, en tant que citoyens, une responsabilité. La vertu ne peut plus simplement être un vain mot. Et c'est une question que l'on doit remettre au centre de nos priorités, qu'on doit porter comme une revendication sociale et démocratique extrêmement forte, extrêmement puissante, pour la faire monter et justement pour faire cesser ce sentiment d'impunité chez les puissants. On ne peut pas accepter que le mensonge d'un responsable public dans l'exercice de ses fonctions lui permette de continuer et de rester en place. Pour nous, citoyens, on ne peut pas l'accepter car c'est renier aussi les principes qui nous constituent en tant que corps politique en République. Oui, mais votre conclusion, François Coq, c'est donc, vous appelez à quoi finalement? À une demande de démission? Très clairement, là, le Premier ministre, aujourd'hui, ne saurait rester en place au regard de ces éléments-là. Et cette question doit être portée sur le devant de la scène politique. On ne doit pas laisser le système tel qu'il le fait aujourd'hui balayer cette question d'un revers de main. Vous avez raison. En essayant aujourd'hui d'aller sur les questions de fond et sur les questions techniques, la question du mensonge du Premier ministre est en tant que telle, peu importe le reste, peu importe le cadre, peu importe ce qui s'est passé à l'époque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les traiter, hein, c'est extrêmement important pour les victimes et pour tout le monde. Mais d'un point de vue démocratique, la question du mensonge en tant que telle se suffit à elle-même pour que le Premier ministre soit sur un siège éjectable. Merci beaucoup François Coq. Et je rappelle votre dernier livre que je n'avais pas cité tout à l'heure, La chimère de Macron contre la souveraineté populaire, aux éditions Éric Jamet. Merci beaucoup François Coq. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.